Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Ce soir, je vais vous faire la lecture du Petit Chose d'Alphonse Daudet. C'est un roman presque autobiographique, pas complètement. Il y a quand même des aspects où Alphonse Daudet prend des libertés dans l'écriture de ce roman, même si c'est vrai que ce roman est quand même très inspiré de sa propre vie à lui. C'est lui, en effet, le Petit Chose, ce Daniel Ennès de ce roman. Alors, il faut savoir que c'est le tout premier roman d'Alphonse Daudet. C'est peut-être pour cela qu'il avait choisi un peu comme thème sa vie à lui. Peut-être qu'il avait besoin d'en passer par là avant d'écrire ses autres romans très connus comme Les Lettres de Montmoulin. En tout cas, c'est vraiment un très beau roman, à la fois drôle, touchant, émouvant, qui raconte un peu une grande partie de la vie de cet enfant, de ce petit Daniel, le Petit Chose, qui a ce surnom de Petit Chose, car c'est un personnage très chétif, très petit, très timide, qui a toujours besoin qu'on l'aide, qu'on lui tende la main, qui se débrouille un peu tant bien que mal, qui a des difficultés. Et là, nous allons reprendre la lecture de ce roman au moment où donc le Petit Chose est pion dans un collège. Il vit des moments difficiles car il s'occupe de l'étude des moyens, les moyens qui ne sont pas tendres avec lui, du fait qu'il n'a pas beaucoup d'autorité vu que c'est un petit homme. Et c'est la fin de l'année, c'est au moment de la remise des diplômes. Quand le dernier nom du dernier accessite de la dernière classe eut été proclamé, la musique entama une marche triomphale et tout se débanda. Tohu-bohu général, les professeurs descendaient de l'estrade, les élèves sautaient par-dessus les bancs pour rejoindre leur famille. On s'abraçait, on s'appelait « par ici, par ici ». Des sœurs, des lauréats s'en allaient fièrement avec les couronnes de leurs frères. Les robes de soie faisaient frou-frou à travers les chaises. Immobile derrière un arbre, le Petit Chose regardait passer les belles dames, tout malingre et tout honteux dans son habit râpé. Peu à peu, la cour se désemplit. À la grande porte, le principal et Monsieur Viot se tenaient debout, caressant les enfants au passage, saluant les parents jusqu'à terre. « À l'année prochaine !» disait le principal avec un sourire câlin. Les clés de Monsieur Viot tintaient, pleines de caresses. « Fringue, 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 revenez-nous vite l'année prochaine !» Les enfants se laissaient embrasser négligemment et franchissaient l'escalier d'un bond. Ceux-là montaient dans de belles voitures armoriées, où les mères et les sœurs rangeaient leurs grandes jupes pour faire place. Clic-clac, en route vers le château. Nous allons revoir nos parcs, nos pelouses, l'escarpolette, sous les acacias, les volières pleines d'oiseaux rares, la pièce d'eau avec ses 2 cygnes et la grande terrasse à balustre où l'on prend des sorbets le soir. D'autres grimpaient dans les chars à bancs, de familles à côté de jolies filles riant à belles dents sous leurs coiffes blanches. La fermière conduisait avec sa chaîne d'or autour du cou. « Fouette, Mathurine, on retourne à la métairie, on va manger des beurrés et boire du vin muscat chassé à la pipée tout le jour et se rouler dans le foin qui sent bon. » Heureux enfants, ils s'en allaient, ils partaient tous. Ah, si j'avais pu partir moi-même. Chapitre 8. Les yeux noirs. Maintenant, le collège était désert. Tout le monde était parti. D'un bout des dortoirs à l'autre, des escadrons de gros rats font des charges de cavalerie en plein jour. Les écritoires se dessèchent au fond des pupitres. Sur les arbres des cours, la division des moineaux est en fête. Ces messieurs ont invité tous leurs camarades de la ville, ceux de l'évêché, ceux de la sous-préfecture, et du matin jusqu'au soir, c'est un pépiage assourdissant. De sa chambre, sous les combles, le Petit Chose les écoute en travaillant. On l'a gardé par charité dans la maison pendant les vacances. Il en profite pour étudier à mort les philosophes grecs. Seulement, la chambre est trop chaude et les plafonds trop bas. On étouffe là-dessous. Pas de volets aux fenêtres, le soleil entre comme une torche et met le feu partout. Le plâtre des solives craque, se détache. De grosses mouches alourdies par la chaleur dorment collées aux vitres. Et le Petit Chose, lui, fait de grands efforts pour ne pas dormir.
Sa tête est lourde comme du plomb. Ses paupières battent. Travaille donc, Daniel Essette. Il faut reconstruire le foyer. Mais non, il ne peut pas. Les lettres de son livre dansent devant ses yeux. Puis ce livre qui tourne, puis la table, puis la chambre. Pour chasser cet étrange assoupissement, le petit chose se lève, fait quelques pas, et arrivé devant la porte, il chancelle et tombe à terre comme une masse, foudroyé par le soleil. Au dehors, les moineaux piaillent, les cigales chantent, à tue-tête. Les platanes, blancs de poussière, s'écaillent au soleil en étirant leurs 1000 branches. Le petit chose fait un rêve singulier. Il lui semble qu'on frappe à la porte de sa chambre et qu'une voix éclatante l'appelle par son nom. « Daniel, Daniel !» Cette voix, il la reconnaît. C'est du même ton qu'elle criait autrefois « Jacques, tu es un âne !» Les coups redoublent à la porte. « Daniel, mon Daniel, c'est ton père, ouvre vite !» Oh, l'affreux cauchemar. Le petit chose veut répondre, aller ouvrir, il se redresse sur son coude, mais sa tête est trop lourde. Il retombe et perd connaissance. Quand le petit chose revient à lui, il est tout étonné de se trouver dans une couchette bien blanche, entourée de grands rideaux bleus qui font de l'ombre tout autour. Lumière douce, chambre tranquille. Pas d'autre bruit que le tic-tac d'une horloge et le tintement d'une cuillère dans la porcelaine. Le petit chose ne sait pas où il est, mais il s'y trouve très bien. Les rideaux s'entr'ouvrent. Monsieur Essette, père, une tasse à la main, se penche vers lui avec un bon sourire et des larmes plein les yeux. Le petit chose peut continuer son rêve. « Est-ce vous, père? Est-ce bien vous? »« Mais oui, mon Daniel, oui, mon cher enfant, c'est moi. »« Où suis-je donc? »« À l'infirmerie depuis 8 jours. Maintenant tu es guéri, mais tu as été bien malade. »« Mais vous, mon père, comment êtes-vous là? Embrassez-moi donc encore. Oh, tenez de vous voir, il me semble que je rêve toujours. » Monsieur Essette, père, l'embrasse. « Allons, couvre-toi, sois sage. Le médecin ne veut pas que tu parles. » Et pour empêcher l'enfant de parler, le brave homme parle tout le temps. « Figure-toi qu'il y a 8 jours, la compagnie vinicole m'envoie faire une tournée dans les Cévennes. Tu penses si j'étais content, une occasion de voir mon Daniel. J'arrive au collège, on t'appelle, on te cherche, pas de Daniel. Je me fais conduire à ta chambre, la clé était en dedans. Je frappe, personne, vlan. J'enfonce la porte d'un coup de pied et je te trouve là, par terre, avec une fièvre de cheval. Oh, pauvre enfant, comme tu as été malade. 5 jours de délire. Je ne t'ai pas quitté d'une minute. Tu battais la campagne tout le temps, tu parlais toujours de reconstruire le foyer. Mais quel foyer? Dis! Tu criais, pas de clé, ôtez les clés des serrures, tu ris, je te jure que je ne riais pas, moi, Dieu. Quelle nuit tu m'as fait passer. Mais comprends-tu cela? Oh, Monsieur Viau, c'est bien Monsieur Viau, n'est-ce pas, hein, qui voulait m'empêcher de coucher dans le collège. Il invoquait le règlement. Oh, ben oui, le règlement, mais est-ce que je le connais, moi, son règlement? Ce cuistre-là croyait me faire peur en me remuant ses clés sous le nez. Je l'ai poliment remis à sa place, va. Le petit chose frémit de l'audace de Monsieur Essette. Puis, oubliant bien vite les clés de Monsieur Viau, « Et ma mère ?» demanda-t-il, en étendant ses bras comme si sa mère était là à portée de ses caresses. « Si tu te découvres, tu ne sauras rien, » répondit Monsieur Essette d'un ton fâché. « Voyons, couvre-toi. Ta mère va bien. Elle est chez l'oncle Baptiste. Et Jacques? »« Jacques, c'est un âne. Quand je dis un âne, tu comprends, hein, c'est une façon de parler. » Jacques est un très brave enfant, au contraire. Mais ne te découvre donc pas, 1000 diables. Sa position est fort jolie. Il pleure toujours, par exemple. Et du reste, il est très content. Son directeur l'a pris pour secrétaire. Il n'a rien à faire qu'à écrire sous la dictée. Une situation fort agréable. Il sera donc toute sa vie condamné à écrire sous la dictée, ce pauvre Jacques. Disant cela, le petit chose se met à rire de bon cœur. Et Monsieur Essette rit de le voir rire, tout en le grondant à cause de cette maudite couverture qui se dérange toujours. Oh, bienheureuse infirmerie! Quelles heures charmantes le petit chose passe entre les rideaux bleus de sa couchette. Monsieur Essette ne le quitte pas. Il reste là tout le jour, assis près du chevet, et le petit chose voudrait que Monsieur Essette ne s'en allât jamais.
Là, c'est impossible. La compagnie vinicole a besoin de son voyageur. Il faut reprendre la tournée des Cévennes. Après le départ de son père, l'enfant reste seul dans l'infirmerie silencieuse. Il passe ses journées à lire, au fond d'un grand fauteuil roulé près de la fenêtre. Matin et soir, la jaune Madame Cassagne lui apporte ses repas. Le petit chose boit le bol de bouillon, suce l'aileron de poulet et dit « Merci madame ». Rien de plus. Cette femme sent les fièvres et lui déplaît. Il ne la regarde même pas. Or, un matin, qu'il vient de faire son « Merci madame », tout sec comme à l'ordinaire, sans quitter son livre des yeux, il est bien étonné d'entendre une voix très douce lui dire « Comment cela va-t-il aujourd'hui, monsieur Daniel ?» Le petit chose lève la tête et devinez ce qu'il voit. Les yeux noirs. Les yeux noirs en personne, immobiles et souriant devant lui. Les yeux noirs annoncent à leur ami que la femme jaune est malade et qu'ils sont chargés de faire son service. Ils ajoutent en se baissant qu'ils éprouvent beaucoup de joie à voir M. Daniel rétabli. Puis ils se retirent avec une profonde révérence en disant qu'ils reviendront le même soir. Le même soir, en effet, les yeux noirs sont revenus, et le lendemain matin aussi, et le lendemain soir encore. Le petit chose est ravi. Il bénit sa maladie, la maladie de la femme jaune, toutes les maladies du monde. Si personne n'avait été malade, il n'aurait jamais eu de tête-à-tête avec les yeux noirs. Oh, bienheureuse infirmerie! Quelles heures charmantes le petit chose passe dans son fauteuil de convalescence, roulé près de la fenêtre. Le matin, les yeux noirs ont sous leurs grands cils un tas de paillettes d'or que le soleil fait reluire. Le soir, ils resplendissent doucement et font dans l'ombre autour d'eux de la lumière d'étoiles. Le petit chose rêve aux yeux noirs toute la nuit. Il n'endort plus. Dès l'aube, le voilà sur pied pour se préparer à les recevoir. Il a tant de confidences à leur faire. Puis quand les yeux noirs arrivent, il ne leur dit rien. Les yeux noirs ont l'air très étonnés de ce silence. Ils vont et viennent dans l'infirmerie et trouvent 1000 prétextes pour rester près du malade, espérant toujours qu'il se décidera à parler. Mais ce damné de petit chose ne se décide pas. Quelquefois, cependant, il s'arme de tout son courage et commence ainsi bravement. « Mademoiselle !» Aussitôt les yeux noirs s'allument et le regardent en souriant, mais de les voir sourire aussi, le malheureux perd la tête et d'une voix tremblante, il ajoute « Je vous remercie de vos bontés pour moi. » Ou bien encore « Le bouillon est excellent ce matin. » Alors les yeux noirs font une jolie petite moue qui signifie « Quoi, ce n'est que cela ?» Et ils s'en vont en soupirant. Quand ils sont partis, le petit chose se désespère. « Oh, dès le matin, sans faute, je leur parlerai. » Et puis le lendemain, c'est encore à recommencer. Enfin, de guerre, las et sentant bien qu'il n'aura jamais le courage de dire ce qu'il pense aux yeux noirs, le petit chose se décide à leur écrire. Un soir, il demande de l'encre et du papier pour une lettre importante. Oh, très importante. Les yeux noirs ont sans doute deviné quelle est la lettre dont il s'agit. Ils sont si malins, les yeux noirs. Vite, vite, ils courent chercher de l'encre et du papier, les posent devant le malade et s'en vont en riant tout seuls. Le petit chose se met à écrire. Il écrit toute la nuit. Puis quand le matin est venu, il s'aperçoit que cette interminable lettre ne contient que 3 mots. Vous m'entendez bien ? Seulement 3 mots. Seulement ces 3 mots sont les plus éloquents du monde. Et il compte qu'ils produiront un très grand effet. Attention maintenant, les yeux noirs vont venir. Le petit chose est très ému. Il a préparé sa lettre d'avance et se jure de la remettre dès qu'on arrivera. Voici comment cela va se passer. Les yeux noirs entreront, ils poseront le bouillon et le poulet sur la table. « Bonjour, monsieur Daniel. » Alors, lui, il leur dira tout de suite très courageusement « Gentils yeux noirs, voici une lettre pour vous. » Mais chut! Un pas d'oiseau dans le corridor, les yeux noirs approchent, le petit chose tient la lettre à la main, son cœur bat, il va mourir, la porte s'ouvre et horreur! À la place des yeux noirs paraît la vieille fée, la terrible fée aux lunettes.
Le petit chose n'ose pas demander d'explication, mais il est consterné. Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Il attend le soir avec impatience. Hélas, le soir encore, les yeux noirs ne viennent pas, ni le lendemain non plus, ni les jours d'après, ni jamais. On a chassé les yeux noirs. On les a renvoyés aux enfants trouvés, où ils resteront enfermés pendant 4 ans, jusqu'à leur majorité. Les yeux noirs volaient du sucre. Adieu les beaux jours de l'infirmerie, les yeux noirs s'en sont allés. Et pour comble du malheur, voilà les élèves qui reviennent. Et quoi? Déjà la rentrée? Que ces vacances ont été courtes. Pour la première fois depuis 6 semaines, le petit chose descend dans les cours, pâle, maigre, plus petit chose que jamais. Tout le collège se réveille. On le lave de haut en bas, les corridors ruissellent d'eau. Férocement, comme toujours, les clés de Monsieur Viau se les mènent. Terrible Monsieur Viau, il a profité des vacances pour ajouter quelques articles à son règlement et quelques clés à son trousseau. Le petit chose n'a qu'à bien se tenir. Chaque jour, il arrive des élèves. Clic, clac. On revoit devant la porte les chars à bancs et les berlines de la distribution des prix. Quelques anciens manquent à l'appel, mais des nouveaux les remplacent. Les divisions se reforment. Cette année, comme l'an dernier, le petit chose aura l'étude des moyens. Le pauvre pion tremble déjà. Après tout, qui sait, les enfants seront peut-être moins méchants cette année-ci. Le matin de la rentrée, grande musique à la chapelle, c'est la messe du Saint-Esprit. Veni Creator Spiritus, ce qui veut dire « Viens, Esprit Créateur ». Voici monsieur le principal avec son bel habit noir et la petite palme d'argent à la boutonnière. Derrière lui se tient l'état-major des professeurs en toge de cérémonie. Les sciences ont l'hermine orange, les humanités l'hermine blanche, le professeur de seconde un freluquet s'est permis des gants de couleur tendre et une toque de fantaisie. Monsieur Viau n'a pas l'air content. « Veni, Creator Spiritus !» Au fond de l'église, pêle-mêle avec les élèves, le petit chose regarde d'un œil d'envie les toges majestueuses et les palmes d'argent. Quand sera-t-il professeur lui aussi? Quand pourra-t-il reconstruire le foyer? Hélas, avant d'en arriver là, que de temps encore et que de peine. Veni, Creator Spiritus. Le petit chose se sent l'âme triste. L'orgue lui donne envie de pleurer. Tout à coup, là-bas, dans un coin du cœur, il aperçoit une belle figure ravagée qui lui sourit. Ce sourire fait du bien aux petites choses, et de revoir l'abbé Germane, le voilà plein de courage et tout ragaillardi. Veni, Creator Spiritus. 2 jours après la messe du Saint-Esprit, nouvelle solennité. C'était la fête du principal. Ce jour-là, de temps immémorable, tout le collège célèbre la Sainte Théophile sur l'herbe, à grand renfort de viande froide et de vin de Limoux. Cette fois, comme à l'ordinaire, monsieur le principal n'épargne rien pour donner du retentissement à ce petit festival de famille qui satisfait les instincts généreux de son cœur, sans nuire cependant aux intérêts de son collège. Dès l'aube, on s'emplit tous, élèves et maîtres, dans de grandes tapissières pavoisées aux couleurs municipales. Et le convoi part au galop traînant à sa suite, dans 2 énormes fourgons, les paniers de vin mousseux et les corbeilles de mangeaille. En tête, sur le premier char, les gros bonnets et la musique, ordre aux ophicléides de jouer très fort. Les fouets claquent, les grelots sonnent, les piles d'assiettes se heurtent contre les gamelles de fer blanc. Tout Sarlande en bonnet de nuit se met aux fenêtres pour voir passer la fête du principal. C'est à la prairie que le gala doit avoir lieu. À peine arrivé, on étend les nappes sur l'herbe où les enfants crèvent de rire en voyant messieurs les professeurs assis au frais dans les violettes, comme de simples collégiens. Les tranches de pâté circulent, les bouchons sautent, les yeux flambent. On parle beaucoup. Seul, au milieu de l'animation générale, le petit chose a l'air préoccupé. Et tout à coup, on le voit rougir. Monsieur le principal vient de se lever, un papier à la main.
Messieurs, on me remet à l'instant même quelques vers que m'adresse un poète anonyme. Il paraît que notre pindare ordinaire, monsieur Viau, a un émule cette année. Quoique ces vers soient un peu trop flatteurs pour moi, je vous demande la permission de vous les lire. Et c'est ainsi donc que je termine cette émission sur cette petite note peut-être de vers qui va bientôt venir. Je vous invite à suivre les prochaines émissions afin de connaître ce poème, certainement écrit du Petit Chose. Et n'hésitez pas aussi à consulter les replays de l'émission si vous n'aviez pas vu les précédentes émissions et que vous n'aviez donc pas eu l'occasion de connaître le début de ce roman, et ce sur le site D8. Bonne soirée à vous tous, au revoir.